Merci beaucoup. Et puis, l'autre chose, c'est que je voulais remercier le cabinet qui a fait un très gros travail d'exercice de communication politique pour essayer de masquer la réalité des chiffres. Donc maintenant, je vais essayer d'être pédagogue pour parler de ce budget. Et je vais donc faire la comparaison avec le budget familial. Tous les mois, vous avez de l'argent qui vous permet de vivre au quotidien. Il vous sert à vous loger, vous nourrir, vous soigner, vous déplacer. Et puis chaque mois, en fonction de ce que vous pouvez faire, on met une petite somme d'argent de côté pour faire face aux grosses dépenses prévues, comme le semestre chez l'orthodontiste, ou aux dépenses imprévues, comme le lave-vaisselle qui tombe en panne. L'argent qui est mis de côté sert aussi à emprunter auprès des banques pour faire les très grosses dépenses de type d'achat immobilier. Le budget de la ville, c'est pareil. Il y a de l'argent pour vivre au quotidien, payer les factures, payer les agents. La ville met de l'argent de côté pour payer les grosses dépenses, comme l'entretien des bâtiments, on en a pas mal parlé, et pour emprunter pour les très grosses opérations, type plan école ou en rue. Alors, c'est pas tout à fait, Monsieur Minou, je vous vois écrire, c'est pas tout à fait le même fonctionnement administratif, mais le principe est exactement le même. Si la ville a pu emprunter fin 2021 55 millions, c'est que le budget était sain. D'ailleurs, 55 millions, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvel emprunt, au moins dans les 3 prochaines années, sauf à réendetter la ville. Bon, le budget était tellement sain, en tout cas, que le budget de fonctionnement, celui du quotidien qui sert à payer les factures et les agents, a un excédent très important, de l'ordre de 35 millions. Alors, pourquoi augmenter les impôts? Pourquoi cette augmentation spectaculaire de 15%? 15%, ça a été dit. Parce que 4,6 points d'augmentation du taux, c'est 11,5% d'augmentation, à laquelle on rajoute l'augmentation des bases. 11,5 plus 3,5, ça fait 15. 15% d'augmentation, donc. Et cette augmentation de 15% est d'autant plus indécente qu'une partie de ce rapport dresse un bilan inquiétant de notre population. Potentiel fiscal par habitant plus faible que dans les villes identiques à la nôtre. Potentiel financier plus faible. Revenu moyen inférieur de 2 500 €. 60% de la population qui se loge grâce aux allocations et 33% de logements sociaux. À chaque fois, on est à 10 points de plus au-dessus des villes identiques à la nôtre. Donc, vous dressez le tableau d'une ville à la population pauvre, où l'effort fiscal est déjà plus important que la moyenne, et en conclusion, vous décidez d'augmenter les impôts. Pour une petite maison, ça a été dit, ça fait 150 € d'augmentation sur une année. Vous voulez remplacer la population ? Vous voulez chasser les jeunes de la ville qui n'arriveront pas à s'établir? Vous voulez chasser les retraités à petite retraite? Ou les classes moyennes? Et cette augmentation, pourquoi faire? Résorber la dette grise, investir dans des travaux coûteux, comme vous l'avez dit, mais vous venez de prendre un crédit de 55 millions, en plus d'un excédent de fonctionnement record. La réponse est bien évidemment ailleurs. En réalité, le budget de fonctionnement, celui qui sert au quotidien, va s'envoler. Vous avez créé de nombreux postes, une quarantaine, vous ne le cachez pas d'ailleurs, des postes pour mener votre politique. Je l'entends. Mais ces postes sont-ils vraiment nécessaires? N'y avait-il pas dans les équipes déjà en place les talents et les compétences que vous recherchiez? Je vais prendre 2 exemples, je suis sûre que mes collègues en auront d'autres. Vous avez par exemple créé un poste pour l'action Logement d'abord. Un jeune homme recruté, fort sympathique en demeurant, qui a organisé la nuit de la solidarité. Il a repris in extenso le questionnaire de Paris, dont il vient, je présume, en laissant d'ailleurs la réponse « abri dans une station de métro ou de RER », et a commencé à nous détailler les modes d'abri possibles avant qu'un élu de votre majorité l'interrompe gentiment pour l'informer qu'il partait d'un équipement qui n'existe pas à Tours. En 2019, une nuit de la solidarité était prévue, mais la préfète de l'époque avait refusé sa tenue sous prétexte que nous étions trop près des élections municipales et qu'elle ne voulait pas que ça devienne un enjeu électoral. Soit. Mais l'organisation était lancée, et bien lancée, avec les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et les agents du CCAS. Ils avaient donc prévu une nuit de la solidarité, transformée en mission flash, analysé les retours et créé les actions. Ça a d'ailleurs été très bien expliqué aux différents participants de la nuit de la solidarité de cette année. Donc, nul besoin de créer un poste supplémentaire. Il y avait déjà les talents sur place. Deuxième exemple, l'équipe de la démocratie permanente. Les nouveaux postes créés, là encore, production à ce jour, création d'un jeu et organisation de soirées ludiques. C'est divertissant, bien que je redise ici que je ne trouve pas l'idée de jouer avec l'argent public très drôle. Mais est-ce le rôle d'une mairie que d'embaucher un agent pour créer un jeu? Qui plus est, dans ce domaine de la démocratie permanente, il y a un recours quasi systématique à des cabinets ou des prestataires extérieurs pour animer les concertations avec les habitants. Dans votre programme, vous annonciez vouloir faire la chasse au gaspillage.
Mais n'y aurait-il pas ici gaspillage entre création de nouveaux postes et recours à des prestataires extérieurs en même temps sur les mêmes sujets? En passant, j'aimerais bien avoir le décompte total du coût de tous les prestataires extérieurs qui animent, auditent, conseillent. Parce qu'à mon avis, le coût est très important pour notre collectivité et en très très forte hausse par rapport au mandat précédent. Et puisque j'en suis aux demandes, j'aimerais aussi avoir, au moment du vote du budget, le nombre de postes par service et leur évolution. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est l'envolée faramineuse de la masse salariale, ce que vous payez comme salaire. En 2021, l'augmentation a été de 2,5 millions d'euros. En 2022, vous prévoyez une augmentation de 4 millions, soit 6,5 millions sur 2 ans. Et ce n'est pas la revalorisation des salaires qui pèse lourd parce qu'elle est moins importante pour l'ensemble du personnel que le seul glissement vieillesse-technicité. Pour en revenir à notre augmentation d'impôts, 1% d'augmentation de la taxe foncière, ça représente à peu près 700 000 euros. 15%, ça fait 10,5 millions. Si j'ai posé la question du coût des cabinets extérieurs, ce n'est pas un hasard, mais j'aurais aussi pu poser la question du coût de la communication, doublement du magazine municipal, un beau bus pour les vœux. J'aurais aussi pu rappeler la hausse des moyens du groupe pour financer votre vitrine politique partisane. Est-ce au Tourangeau de vous payer les moyens de votre communication partisane? La partie du budget dédiée aux dépenses courantes est elle aussi en augmentation de 2,5 millions d'euros. Donc 6,5 millions d'euros pour des postes à l'utilité incertaine et 2,5 millions jetés par les fenêtres, ça fait 9 millions. La hausse de la fiscalité ne servira pas à plus investir, contrairement à ce que vous dites. L'argent sera dilapidé sans aucune plus-value pour les Tourangeaux. En commission des finances, Monsieur Mignoux, vous nous avez dit plusieurs fois que vous augmentiez les impôts pour prendre de nouveaux emprunts tous les ans. Vous n'avez rien commencé et en moins d'1 an, vous avez cramé la caisse. Voilà pourquoi vous avez besoin d'augmenter les impôts de 15% et de prendre plus de 10 millions dans la poche des Tourangeaux. C'est un vrai braquage. Tout à l'heure, je parlais de communication politique. J'étais, je dois dire, assez enthousiaste à la présentation des orientations budgétaires par segmentation. Je vous l'avais dit, je trouvais que c'est une bonne idée pour une meilleure lisibilité. Enfin, c'est un leurre. Quand je reprends le rapport d'orientation budgétaire, c'est un catalogue promotionnel de plus de 30 pages sans aucun chiffre. Pas un chiffre. C'est un document de campagne, oui, mais ce n'est pas un document d'orientation budgétaire. Ce n'est pas sérieux et c'est irrespectueux vis-à-vis de notre Assemblée. Tout comme est totalement irrespectueux le fait de ne pas tenir vos engagements en matière de co-construction dans le cadre de la co-vice-présidence de la Commission des finances. Monsieur Mignoux, vous m'avez envoyé des mails pour me dire que vous n'aviez pas le temps de me rencontrer avant ce Conseil. D'accord? Mais vous avez tout à fait trouvé le temps de faire une interview et une conférence de presse pour en parler, alors même que nous n'avions pas reçu, nous, les élus de la minorité, le moindre document. Et dans la présentation d'aujourd'hui, nous avons découvert des slides qui ne nous ont pas été présentés en commission des finances. Je n'attends pas de réponse de votre part, monsieur le maire, sur toutes mes remarques. Au mieux, vous ne direz rien, comme d'habitude. Au pire, vous vous moquerez, il nous ferait passer pour des abrutis, comme lorsque j'évoquais les problématiques du Madame Munch-Massé ou la délibération sur le temps de travail des agents, ou encore ce matin. En conclusion, je voudrais vous rappeler que l'année dernière, à ce même exercice, je vous ai dit que les orientations que vous preniez n'étaient pas les bonnes et que vous alliez droit dans le mur. Vous m'avez donné raison en moins d'1 an. Vous augmentez les impôts de 15%, non pas pour plus de travaux au bénéfice des Tourangeaux, mais parce que vous avez cramé la caisse des dépenses courantes pour financer votre train de vie. Okay. Les belles paroles, vous pouvez rire, les belles paroles ne changent pas la réalité. Ça, c'est ce qu'on croit quand on a 5 ans et qu'on est en plein âge magique. Mais mesdames et messieurs de la majorité, vous n'avez plus 5 ans. Vous savez que les belles paroles ne sont pas les actes. Et devant votre mépris pour les Tourangeaux, alors niez la réalité. Devant votre mépris pour les membres de la minorité et les informations partielles que vous nous donnez quand on arrive à les avoir, devant votre mépris envers les propres règles que vous avez édictées pour ce conseil municipal sur la commission des finances, eh bien moi je vous donne ma démission du poste de co-vice-présidente de la commission des finances. C'est noté.